Apéro spécial Mavs. Les Cowboys. Ah non, c'est les Mavericks, pardon. Excusez-moi, mais c'est la même ville. Dallas. Puis les Mavericks, c'est un peu des cowboys. Tout à fait. Hein, voilà. Pour tous nos amis fans de Top Gun, évidemment, Maverick. Vous pouvez traduire ça comme vous voulez, mais il y a un petit peu le Ou côté... de Mel Gibson. Tout à fait. Très bon film. Vous pouvez bien évidemment traduire tout ça. Guerrier solitaire. C'est quoi un Maverick? Un Maverick, c'est un paria? C'est un... Un paria? Non, c'est pas un paria, mais tu vois. Non. Le Maverick, c'est le mec qui va y arriver solo. Je Moi, je pense Maverick, je pense Top Gun, je pense Tom Cruise. Un peu compliqué, un Maverick. C'est un anti-conventionnel, tu vois. j'ai envie de Indépendant, dire. pas conventionnel, ouais. On est là-dedans. Et nous sommes chez les amis Mavericks qui sont avec nous sur ce début de saison pour un apéro au bout d'une vingtaine de matchs. Tranquille les Mavs. Vous n'êtes pas le genre de franchise qui avait peur du Trash Talkers. Bravo à nos amis les Kings qui ont bien profité pour battre la meilleure équipe de la conférence Ouest. La meilleure. Est-ce que ce sont les Mavs? L'une des. Allez, l'une des. C'était cadeau évidemment pour relancer la machine de Sacramento. Très très beau cœur ça. Là vraiment plat du pied. On leur doit bien ça les poteaux. Hein. Ne remerciez pas, c'est pour nous. Ça fait plaisir comme on dit. C'est cadeau exactement. Donc à la veille d'un déplacement des Mavs à Washington. Très très hâte de voir le match de ce jeudi soir. Attention, on en reparlera évidemment du calendrier. Nous sommes là pour parler de nos amis les Dallas Mavericks, qui au moment où nous parlons sont donc sur un bilan de 14 victoires sur 22 matchs joués, 14 victoires pour 8 défaites, beaucoup de choses hyper intéressantes à discuter sur nos amis de Dallas. On a parlé tous les deux en off, on allait à Dijon, on était dans le train avec Alex, dis donc, tu sais, les Mavs, putain, en contender par rapport à toutes les questions de la mort qu'on avait pu se poser, tout ça. C'est vrai que la question de la mort qu'on s'était posée en preview, c'était... J'ai plus les mots exacts, mais c'était est-ce que les Mavs se sont suffisamment renforcés pour aller chercher le titre? C'était ça, genre, la question. Un truc dans ce goût-là. Dallas Mavericks, peut-on dire que les Mavs se sont renforcés pour chercher le titre cet été? Voilà. Là, aujourd'hui, ils sont 3e de l'Ouest, 14-8. Ils sont à 2 victoires, enfin 2 matchs et demi, un truc comme ça, du Thunder qui est premier. C'est encore très serré. Ils sont sur 5 victoires de suite. Ils sont sur 9 victoires sur les 10 derniers matchs, alors que Luka Doncic vient de revenir d'une absence de 6 matchs, 5 matchs. De plusieurs rencontres, tout à fait, où ils ont dû faire sans leur ami Luka Doncic. On l'avait quand vu, même. Évidemment, à Utah, c'était un des matchs, on s'en souvient, qui était un petit peu difficile. On en reparlera. Il y a des histoires défensives. Il y a eu 6 matchs, il a raté, Luka. C'est ça. Il y a eu plein de choses très intéressantes sur les Mavs récemment, dont on va pouvoir discuter. Je rappelle juste, avant que nous démarrions cette analyse ô combien objective et détaillée, que s'il y a des gens en région parisienne qui ont envie de nous voir, dans une semaine, il y a le Pop-Up Sport. Nous nous retrouvons, Alex, du 12 au 15 décembre. 12 au 15 décembre, au 23 rue du Sentier. Eh oui. Dans une jolie boutique dans laquelle nous allons accueillir, nous serons 11 exposants, stands, mini-shop. C'est marrant parce que je viens de faire, là, il est disponible sur le site de Trash Talk, un article qui présente ces 11 mini-shops. Donc ce qui est vraiment cool cette année, on est vraiment très content parce qu'on va avoir vraiment un choix d'objets, de pièces, de produits, d'articles en rapport avec le sport encore plus large que l'année dernière, puisqu'on a les traditionnels. On a nos gassures avec du maillot de foot en mode pépite, du maillot vintage de basket en mode pépite. Classique. Il y a le stand SoFoot où vous allez retrouver de la photo, du livre, un peu de textile, qu'est-ce qu'ils ont d'autre, des mugs et tout, enfin plein de trucs que vous pouvez retrouver sur leur boutique et tout. Même chose pour nous. Même chose pour nous, il y aura les copains de la Fédération Française de la Loose. Et il y a la FF Loose qui nous fait l'honneur d'être présent dans le pop-up. Franchement, ils vont venir vous régaler avec leur sens de l'humour et leurs chaussettes. Moi, j'aime beaucoup la paire de chaussettes pied gauche, pied gauche. Ça, j'aime bien. Ça me fait marrer, moi. Voilà. Il m'en faut pas beaucoup, tu me diras. Plus pas mal de sweats, de t-shirts et compagnie qui sont cool. Et là, on ajoute à ça Vera Cycling qui va nous proposer tout un tas de produits trop cool fabriqués dans le nord de la France en rapport avec le vélo. Ça va de la gapette, la musette, le bandana, il y a du t-shirt, il y a plein de trucs comme ça. Donc ça, c'est le tour de cou. Enfin, tu vois, les trucs de cyclistes très adaptés au cyclisme urbain.
On aura les gens de Peak et de Crossover Culture, donc c'est un équipementier, c'est 2 équipementiers qui vont nous proposer. Il y aura des chaussures assez cool à acheter dans le pop-up cette année. C'est quand même cool. Il y aura même des maillots de sélection nationale si vous êtes sage, genre Serbie et Allemagne. C'est comme des petites sélections nationales, voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, il y aura Easy, un artiste dont je vais vous reparler, qui a des œuvres assez cool, des jolis tableaux, enfin bref. Franchement, le casting cette année, genre, c'est un peu les Boston Celtics, quoi, notre pop-up, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que le casting, il est nickel. Tout à fait, vous pouvez retrouver toutes les informations évidemment en premier commentaire. Si vous avez des questions, comme vous avez vu, Alex sera ravi d'en parler pendant des heures. J'ai fait court. Tout à fait, toujours. J'ai fait très toujours, court. Alex, très court. Du jeudi 12 au dimanche 15, 23 rue du Sentier. L'entrée est gratuite. Ouais, et moi peut-être que j'y serai les cafés dimanche matin. Si vous avez de la chance, il y aura Bastien qui vous paiera un petit café. On se retrouve. Si vous êtes en région parisienne, viendez, bien évidemment. Et vous aurez aussi ce magnifique bouquin bleu qui sera bien sûr. Sur le stand de Trash Talk, attention, c'est la caverne d'Alibaba, le stand de Trash Talk. On va se régale. Voilà. Venez, viendez, comme on dirait l'autre. Parlons de nos amis les Dallas Mavericks. Alors les Mavs. Nos amis de Dallas, donc, comme on l'a dit, qui sont sur une très belle dynamique récente pour plein de raisons. J'ai envie, avant de parler de cette dynamique récente, Alex, de parler un petit peu du début de saison parce que on se régale. C'était un peu mollasse, hein. Ben oui, on se régale de ce qui se passe sur les 10 derniers matchs pour plein de choses qu'on a très de détailler. Mais il faut savoir qu'à la base, on est quand même sur un début de saison où il y avait des très fortes attentes et où il y avait un peu de tâtonnement. Moi, avec en point culminant, évidemment, cette fin de match, on l'avait vu à Utah, où ça s'était très mal passé, il y avait des doigts pointés sur Luka Doncic parce qu'on se demandait s'il était investi en défense ou si on retrouvait les mêmes problèmes que par le passé. On était sur 4 défaites consécutives. Dallas qui s'était incliné à Denver, contre les Suns, à Golden State et à Utah, que des matchs serrés. Lorsqu'on arrive à ce moment-là du match à Utah, c'est impossible de prévoir que 20 jours plus tard on va faire un apéro. Ça roule très très fort à Dallas avec des Indiana Jones qui portent le trophée de champion. C'est impossible. Regarde, là je viens de te dire tout à l'heure en début d'émission, ils viennent de faire 9 victoires sur les 10 derniers matchs. Comme ils sont en 14-8, si mes mathématiques sont encore à peu près correctes, ça veut dire qu'ils étaient en 5 victoires, 7 défaites. C'était pas Jojo. C'est pas un rythme de contender. Là déjà, ça ressemble déjà beaucoup plus, et c'est pour ça qu'on fait cet apéro aujourd'hui. Ce qu'on voit là sur les 10 derniers matchs, donc c'est quand même un échantillon un peu sérieux. Il y en a eu avec Luka Doncic, il y en a eu sans Luka Doncic, il y a eu des situations différentes. Ça veut dire que ils ont quand même, on regardera le calendrier, mais ils ont quand même tabassé des équipes un peu sérieuses. Il y a eu de tout. Ils ont quand même, comme tu me le faisais remarquer, Bastien, récemment la victoire contre les Grizzlies, c'est un comeback. En ce moment, comeback les Grizzlies, c'est pas si simple. Ils jouent bien les Grizzlies. Comment ? Demande à Indiana. Ouais, Indiana. Alors attention, on Indiana. S'en occupera. Je vous le dis, on était à cheval entre qu'est-ce qu'on fait ? Les Mavs c'est contender ou est-ce qu'on défonce Indiana ? C'était ça les choix d'apéro aujourd'hui. Choisis les Voilà. On applaudit les Clippers, on touille les Mavs ou on défonce les Pacers. Mais défoncer les Pacers, on s'est dit avec Bastien qu'on aurait le temps de le faire à d'autres timings cette saison vu comment c'est parti. Il y a de la marge. Alors que les Mavs, on va voir, on préfère les encenser maintenant. Mine de rien, ce que j'aime bien moi sur ce début de saison, c'est que oui, c'est pas la grosse régularité, c'est un peu en dents de scie. Là, on est sur une très jolie pente. Et que au global, si tu regardes déjà, sans aller dans le détail, mais que tu regardes des ratings assez globaux comme on aime bien faire, mine de rien, t'as le 4e rating offensif. C'est-à-dire que Dallas, ils n'ont pas le meilleur backcourt offensif de la ligue pour rien. Oui, c'est le meilleur backcourt offensif de la ligue. Pour certains, c'est même le meilleur backcourt tout court de la ligue. Pour Jason Kidd, c'est le meilleur backcourt de tous les temps. De tous les temps, oui. Ça, voilà, c'est Jason Kidd. Après, attention, il y a quand même des discussions. Il y a quand même d'autres backcourts sur ce début de saison qui piquent. Genre le Trae Young, Dyson Daniels à ma gauche, ça va vous expliquer quand même que ça déboîte. Au-dessus de Kyrie que ça déboîte. T'as Donovan Mitchell et Darius Garland. J'ai l'impression quand même que ça se passe pas trop mal le petit début de saison. Il y a des backcourts qui sont très très forts. Et pour autant, le réflexe c'est de dire Luka Kyrie. Mais c'est même pas du tout ce dont on parle dans cet apéro, bien sûr. Non, pas du tout. Je voulais juste dire que avoir ça en fer de lance, avec tous les gars dont on va parler autour, ça te permet d'avoir une attaque quand même très dangereuse, tout en ayant le 10e rating défensif. Et pourquoi t'as ce 10e rating défensif, même si Luka nous fait bader, les efforts sont pas toujours là ? Parce qu'en fait, pour en revenir à la question de la mort de l'été, on se rend compte là déjà au bout d'un gros quart de régulière que Dallas, ils ont gardé leur front de courte. PJ Washington, Lively, Gafford. C'est la base de front de courte qui a le plus de minutes, on va dire, sur ces postes 4-5. Poste 4-5, c'est ça. J'ai dit, oui, pardon, pas front de courte en entier. 4-5. Et justement, pour compléter le front de courte, je trouve que, ok, ils ont perdu Derrick Jones Jr., mais on a beaucoup parlé de Clay. Mais là, tu vois bien, quoi. Najee Marshall, Quentin Grimes,
Même les apparitions un peu de Maxi Kleber a quand même sa quinzaine de minutes par match. Dinwiddie, c'est pas du front de court, Dinwiddie c'est pas un ailier, mais c'est pas mal ce qu'il propose. C'est ça qui on va parler de Spencer Dinwiddie. Bah oui, c'est le cadavre. Voilà. Si t'avais dit aux fans des Mavs il y a un mois et demi qu'il allait nous planter plusieurs matchs à 20 points et mener des comebacks des Mavs, ce serait extraordinaire. Et puis dis donc, en défense, il tient à peu près la route. Hein. Et donc, comme tu as aussi, Hardy à voir, il est utilisé un peu par Jason Kidd, tu sens que Jason Kidd l'aime bien, mais tu sens qu'on est sur un mec qui essaye de gratter sa place dans le noyau de 10, parce que c'est ça dont on parle. Les Mavs sont profonds. C'est la grosse différence avec avant. Dis donc. On a été sur les premières années de Luka, on était sur un Luka, une Luka dépendance totale. On était sur vraiment les Mavs de Luka Doncic. C'était Luka et les Lukettes. Hein. Je schématise, mais il y avait un petit peu de ça. Et c'était la perspective qui était hyper intrigante et à la fois effrayante pour certains. C'était de voir comment Dallas allait s'en sortir sans Luka blessé au poignet, si je dis pas de bêtises. Je crois Luka, c'était poignet qui s'était fait. Il me semble, ouais. Sur les matchs d'absence dont tu as parlé. Tous les soirs, un héros sort de l'ombre et atteint la lumière. Tous les soirs. J'ai l'impression que Dallas, tous les soirs, nous offre un garçon qui va faire la différence. Et c'est signe d'un groupe qui vit extrêmement bien. Et Kyrie est régulier aussi. Hein. Kyrie est évidemment très régulier. Il fait un petit début de saison bien sympathique. Il y a des garçons qui sont réguliers. Si tu veux qu'on mette Kyrie Irving et Derek Lively dans un box et qu'on dise... PJ Washington. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que Lively, t'as raison. Tu as... Quand tu parles de Jalen Hardy, moi je me souviens un match notamment contre Atlanta, sur lequel c'est lui qui va faire son push et qui va permettre d'apporter ce push au Grimes aussi qui a fait des bons matchs. Quentin Grimes nous a sorti, il était dans le purgatoire de Détroit la dernière, il a été récupéré mais un bout de ficelle de la part des Mavs cet été. Bien joué, Nico Harrison en reparlera parce qu'il a fait encore des chess moves là. C'est bien joué, ouais. Qui fait que Quentin Grimes maintenant, il retrouve très très bien son rôle et donc il a eu carte blanche. Il a eu un petit peu de... Tu vois, Quentin Grimes, c'est vachement intéressant, je trouve, parce qu'il a eu des moments où on lui a dit, de la part de Jason Kidd, DNP, t'es pas dans la rotation, désolé, mais ton opportunité va venir, t'as intérêt à la saisir. Parce que dans cet effectif, mon gars, on vise juin, il faut que tu montres tout de suite que tu peux être ready et contribuer. Et il a eu quelques matchs à plus de 20 points, avec sa capacité à naviguer derrière les écrans, et donc un défenseur dur, tu en parlais, sur les ailes, il y avait ce besoin-là, c'était une interrogation, hein. T'arrives Derrick Jones Jr., t'arrives même du Josh Green. C'est les ailes back courtes, quoi. Ah, c'est pas vraiment un ailier, Quentin Grimes. Non, c'est un 2 qui est capable de slider. Bien costaud. Tout à fait. Mais du coup, t'as Quentin Grimes qui a fait son match. Najee Marshall, il a commencé à nous claquer plusieurs matchs de suite. Oui, tout à fait. Il nous a claqué plusieurs matchs à plus de 20 points. Propre en plus. Hein. Et extrêmement proprement, avec parfois du rebond coast-to-coast où t'as l'impression que le mec... Je crois que c'était Markieff Morris qui avait parlé de l'ouverture des skill sets de certains joueurs de Dallas qui permettaient du coup d'être en confiance. Et donc oui, t'as raison, on va en parler de Kyrie Irving et d'autres comme Derek Lively qui sont des réguliers. Mais je trouve que chaque soir, et c'était le cas là contre Memphis, Dallas trouve la solution. Ouais, et c'est parce que Jason Kidd a plein d'options, c'est-à-dire qu'il a 9 joueurs à 20 minutes et plus. Oui. Il a son 5 majeur évidemment, donc on va dire que le 5 majeur... il a beaucoup bougé. Ouais, mais allez, si on doit en faire un, là, si demain, mettons, on arrive en play-off, le 5 majeur qui va, à mon avis, après je peux me tromper. Très parce que je pense que c'est un débat. Ouais, je pense que c'est un débat sur le poste 3, mais sinon il y a 4 mecs titulaires. On va aller plus loin, vas-y. Ah bon ? Ouais. Ok. Donc moi, si ça doit démarrer là, ça va être Luka Kyrie, personne va venir me travailler là-dessus. PJ est titulaire, Derek Lively est titulaire, et après tu as un débat entre Klay Thompson et Najee Marshall. Oui. Voilà. Donc t'as qu'un seul débat pour moi, c'est le poste 3 et tu peux avoir Kidd qui décide en fonction de l'opposition. Est-ce que t'as le spacing, encore que Najee Marshall quand il fait tomber dedans comme ça, c'est Najee Marshall du coup. Ouais. Si Najee Marshall il fait tomber dedans comme Klay Thompson, tu mets Najee Marshall. Ou mieux que, parce que Klay on en reparlera, voilà. ça rentre pas tant que... Ça rentre pas, mais ça rentre pas tant que ça, mais ça reste un pourcentage honnête derrière la ligne. Honnête. Il sous-performe fort par rapport à ce qu'il est. Par rapport à ce qu'il était. Ce qu'il est en carrière, tu vois. Enfin, je veux dire. Voilà, donc c'est bien ça, c'est ce qu'il était, ça. C'est un shooter à 42% de réussite, ou je sais pas combien il est en carrière, il a quoi ? Il a 44% il a du mal, il a plus les jambes. Il a 36, bon, et en plus il y a des wide open qui rentrent pas, mais ce que je voulais dire juste. Il a pas les jambes, hein, ça se voit. Ce que je voulais juste dire sur le débat où c'est pas que forcément le poste 3, c'est que, de manière très intéressante, j'ai trouvé, c'est qu'au début de saison, on a retrouvé Daniel Gafford en titulaire. Oui, mais il va être sur le banc. Il va être remplaçant. Mais on a eu ensuite le switch avec Derek Lively qui devient titulaire. Il est fort, Lively. Et qui est extrêmement fort, tout à fait, ça se voit. Hein, c'est un des jeunes pivots qui explose sur la plateforme NBA. Mais
je suis content de voir que Kidd s'ouvre les options. C'est-à-dire que parfois, l'apport de Lively est évident en titulaire, mais t'es content aussi de l'avoir eu à certains moments en sortie de banc parce que le banc avait besoin de cette injection de vie. Et que ça allait bien avec certains joueurs de banc avec lesquels il va pouvoir s'entendre. Il y a eu des connexions entre lui, par exemple, et Klay Thompson, où tu te dis, c'est pas mal parce que du coup, Luka et Kyrie sont avec PJ et avec Daniel Gafford. Et tout à fait d'accord. Et en plus, c'est ça que j'aime bien. C'est le truc que j'aime pas et que j'aime bien en même temps chez Jason Kidd en coach. C'est que il aime pas trop rester dans des carcans, dans des principes. Non. Il aime bien avoir du choix, puis se décider un peu dans la minute ou modifier son plan de jeu en cours de match. C'est-à-dire que tu joues Dallas, bon, le 5 majeur est annoncé, mais derrière, tu peux pas être tout à fait sûr des rotations que va te foutre dans la gueule Jason Kidd. Ça se trouve, il va très 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 vite te faire rentrer Quentin Grimes, qui va jouer beaucoup de minutes dans ce match-là, et parce que ça va bien te saouler, et que en fait, ça se trouve, en fait, Lively, même s'il a pas fait de faute, et il est titulaire, il a pas fait de faute, mais Gafford va vite rentrer, parce qu'en fait, ça l'intéresse d'avoir un mec qui roll. C'est pas que Lively roll pas bien, mais Gafford a ce côté, genre, je roll et je score. Je roll et je matraque le cercle. Lively, il va chercher les passes, il va aller au rebond offensif et tout. Gafford, il a un pourcentage de risque parce qu'il prend que des tirs tout près. Mais il a un groupe. Ouais, exactement. Mais du coup, c'est pas tout à fait le même rôle. Lively est beaucoup plus polyvalent comme pivot. Et il a plus de basket dans les mains. Exactement. En plus d'être un rim runner de belle qualité. Il fait du Gafford avec toutes les options luxueuses qui existent autour. Il peut refaire exactement la même chose en dormant. Il fait du Gaff Adebayo. Du Gaff Bayo. Voilà. Vous m'avez compris. Non, je dis pas qu'il est au niveau d'Adebayo, je dis qu'il est sur ce genre de délire. Ouais, il est bon à la passe. Non, mais bien sûr, moi je trouve bon à la passe. Oui, parfois sur les séquences à 3 contre 2, c'est du Draymond Gafford. Hein. Voilà, donc on est en train de le mettre dans des catégories de fou malade, l'ami Lively. Et donc c'est vachement intéressant de voir comment Kidd utilise tout ça. Tu lui enlèves Luka pour 6 matchs, il te titularise, grosso modo, il a titularisé Quentin Grimes tout pendant l'absence de Luka. Quand même. Alors oui, non. Et en même temps... Je dis des bêtises ? Non, pas du tout, c'est juste que... Oui, tout à fait, c'est juste que en effet, il y a eu Quentin Grimes qui a été titularisé, mais chaque soir, honnêtement, je crois que sur la vingtaine de matchs, je crois qu'il y a déjà eu, vous me corrigez, pareil, mais je crois qu'il y a eu 5 majeurs différents, pour des histoires parfois de blessures. Mais en fait, en fonction de la match-up aussi, tu sais si tu vas plus intégrer du Najee Marshall qui a été titulaire ou du Quentin Grimes parce que c'était bien. On a même eu, je crois, Maxi Kleber, il a été titulaire pendant un ou deux matchs, je crois, donc on va voir... soir par soir, et personne ne va gueuler parce que ce sont pas ses minutes. Et voilà, c'est ce que je dis. J'aime pas ça avec Kidd parce que je trouve que parfois il donne l'impression de trop tâtonner, il change trop, il bouge trop. En revanche, quand ça clique bien et que ça a l'air fluide, qu'est-ce que c'est chiant à jouer du coup. Bien sûr. Parce qu'il a, et en plus là, il a vraiment le groupe pour, c'est-à-dire que il peut s'adapter à plein de situations différentes. Et Dallas, c'est une équipe qui a le talent pur de Luka et de Kyrie, qui est quand même très très sérieux, qui a des shooters qui vont te faire tomber des ballons dedans. Il n'y a pas que Luka et Kyrie, on a parlé de Najee Marshall, Quentin Grimes, Kleber, c'est comme des mecs, Dinwiddie, voilà, des mecs qui peuvent te faire tomber des shoots dedans. Ensuite, si tu veux les jouer physiques, Dallas, mine de rien, il y a quand même du répondant. Leurs intérieurs sont costauds, PJ Washington, il est costaud, Luka, il n'est pas ultra athlétique, mais il est grand, enfin... C'est pas ça qui va faire peur. Et à la base, franchement, j'aime bien. Dallas n'est pas du tout. C'est-à-dire que là, en effet, si on prend des ratings bruts, ils sont la 4e offense, mais il faut rentrer dans les détails et comprendre notamment que Dallas n'a pas du tout le volume à 3 points qu'ils avaient la saison dernière en termes de réussite. Ils sont dans le dernier tiers. Il y a de la marge. Ouais. Il y a de la marge. À commencer par Klay Thompson, tu vas t'en parler avec la discussion du poste 3. Factuellement, aujourd'hui, le line-up qui a été le plus utilisé, Luka, Gafford, Kyrie, Thompson, Washington, qui a joué le plus de minutes de tous les line-up, c'est un line-up qui est négatif en termes de ce qu'il a apporté de net rating sur le terrain. Je ne m'arrête pas à 15-20 matchs parce qu'il y a eu tellement de blessures et qu'ils n'ont pas eu assez de continuité pour dire que du coup ce line-up ne marche pas. Mais c'est intéressant que d'autres options soient testées parce que si Klay ça rentre pas, il y a d'autres line-up. Désolé pour spoiler, ce sont souvent des line-up avec Derek Lively qui cartonnent, et où du coup, Kidd arrive à mettre des gars dans les bons spots pour que ces line-up rattrapent certains qui ne marchent pas. C'est ce qui s'est passé avec Memphis. Ouais. Et il y a eu des comebacks comme ça où Dallas a dit attends, on a failli se faire une frayeur là contre Portland. Si je dis pas de bêtises, il n'y avait pas Najee Marshall en plus. Je crois qu'il n'y avait pas Najee, mais en tout cas... Il est malade ou blessé, un truc comme ça. Ouais, et Portland, ils se sont fait peur aussi. Enfin, et ils trouvent à chaque fois, je trouve qu'ils trouvent la solution. Ouais. Et par contre, tu as raison, par rapport à Klay Thompson, au-delà, on va voir comment va évoluer sa réussite de loin, mais au-delà même de ça,
tu sais que les Grimes et les Marshall, avec leur côté plus polyvalent, plus physique, plus combatif en défense, ont quand même carrément leur mot à dire pour le poste 3 titulaire. Hein. Bien sûr. Plutôt Marshall, à mon sens, qui est quand même plus un 3 que Quentin Grimes, que j'aime beaucoup, en sorte de combo derrière le... Ah, mais ils ont lâché Josh Green, ils ont fait c'est bon. Ouais. On a même mieux, si tu veux, il n'y a pas de problème. Tu vois ? Donc non, il y a beaucoup d'options, c'est très intéressant, ça se bat au rebond, ça perd assez peu le ballon, ils sont dans le dernier tiers aussi en perte de balle. Ça c'est bien aussi pour une équipe comme Dallas, parce qu'ils prennent des risques, ils ont quand même du jeu offensif. Ils ont toujours leur petit défaut à la con qui va suivre Dallas, je pense, pendant quelques temps. C'est comme d'habitude des histoires de lancer franc, où parfois ça peut un peu leur jouer des tours, ils peuvent se retrouver un petit peu maladroits, bon, ça arrive. Ah, tu veux dire le pourcentage de réussite au lancer franc ? Oui, ou même au global, enfin je veux dire les lancers, même s'ils arrivent à en provoquer, c'est pas l'équipe la plus propre de toute la ligue, à moins que je dise des conneries, mais je pense quand même... La plus propre, c'est-à-dire non, ils ont le 22e pourcentage de toute la NBA au lancer franc, oui. Alors que c'est une équipe qui est capable d'en provoquer des volumes, mais j'ai envie de dire, les fans de Dallas, ils le savent, on en parlait sur la dernière série contre le Thunder, tout à fait, il n'est pas le seul, face au Thunder, ils ont laissé louper un match comme ça, donc ça va les suivre. Parfois, malgré leur jeu tout en taille, ça laisse pas mal de rebonds offensifs à des équipes. Il y a eu des matchs comme ça qui ont été perdus, notamment celui contre Golden State, où il y a Steph qui fait la folie là, contre le retour de clé à l'oracle, où il laisse des brouettes et des brouettes de rebonds offensifs à leurs adversaires. Bon. Il y a encore des ajustements, il y a encore du travail. Mais ce qui est intéressant, c'est ça justement. C'est qu'ils sont 3e de l'Ouest. Ils viennent de gagner 9 fois dans les 10 derniers matchs et on n'est pas en train de dire qu'ils écrabouillent tout. Ils ont de la marge. Ils peuvent jouer mieux. Bah ouais, et notamment... Ça, c'est quand même un truc de fou. Ouais, et notamment un garçon dont on doit forcément parler parce que c'est celui qui a limite le plus de marge, c'est qu'on est en train, là depuis 3 jours, de voir le début de saison de Luka Doncic. C'est-à-dire que Portland et Memphis, là, on l'a vu, c'est Luka Magic, il retrouve ses vibes, il a eu un petit peu de repos, il a eu la possibilité de voir aussi... Il est dangereux quand même. Hein. Comment ? Il est dangereux quand même. Ah, c'est un fort joueur de basketball, ouais, je te confirme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lui n'était pas non plus dans des standards très impressionnants sur le début de saison. Là, moi, j'ai été vachement rassuré, si on peut utiliser. On verra sur la longueur, mais c'est clair que là, il revient de blessure et tu dis, ok, il est là. Il a vu tous les copains commencer à débattre de Jokic, AD, Tatum, machin, etc. Et Giannis, il a fait vite dans le top 5 du MVP quand même. Les gars, doucement. Bon, je reste celui que vous pensez que je suis. Et vraiment, ce côté Luka dépendance qu'il y a eu pendant si longtemps et que là, on vient de voir à l'essai sur un stretch quand même assez important. 6 matchs, c'est pas mal. Hein. Ouais. C'est le genre de choses que tu retrouves en avril-mai où il y a des aléas. Jason Kidd parle du fait que les joueurs ont la big picture, comprennent qu'on n'est pas là pour être sur une défaite contre une équipe en novembre, on est là pour viser juin. Et je crois que là, ils sont en train de parfaitement utiliser leur saison régulière, en tout cas au début, pour se préparer à la folie du level d'une finale NBA, comme ils l'ont connu face à Boston, où en fait, tu as des ajustements, des joueurs qui doivent plug and play, rentrer, parce que c'est maintenant, là, c'est à ton tour, la Najee Marshall et Quentin Grimes, il faut que ça rentre, tout à fait. Où là, il y a eu un changement, en fait, Porzingis ne joue plus, il joue petit, donc en fait... va falloir qu'on joue avec PJ Washington en 5, exactement. Et ils sont en train d'utiliser vraiment la série régulière comme une équipe qui veut être championne. C'est la grosse différence, c'est que là, ça se voit, il y a de l'expérience. Ouais. Là, ça se voit. Le coach a de l'expérience, les leaders ont de l'expérience, les role players. Parce qu'il y a quand même, il y a eu du changement dans les ailes, mais il y a quand même un bon gros noyau qui est dans la continuité. Oui, bien sûr. Donc c'est quand même ça qui est très intéressant. Il y a de l'envie de revanche. Ils connaissent le chemin. Ils savent que le chemin est tortueux. Parce que là, on parle de finale NBA, mais attention, va falloir sortir de l'Ouest. Hein. Bah, c'est la question que j'allais te poser. C'est la question que j'allais te poser, c'est qu'en fait, là, on voit Dallas qui va remonter un petit peu, et je sais pas si on va dire que l'épouvantail, c'est OKC, mais en gros, quand on a fait les previews, on avait mis OKC en 1, ils sont en premier, on va voir ce qu'ils vont donner, ils sont impressionnants en défense. C'est eux l'adversaire qu'ils visent à l'Ouest pour se jauger, ou non, en fait, on va claquer tout le monde, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est Boston. Je suis pas sûr que ce soit aussi binaire. Non, c'est pour ça que je pose la question. Hein, c'est pas je pense pas que ce soit aussi binaire. Je pense qu'effectivement, ils se rendent bien compte, tout le monde à l'Ouest se rend bien compte du problème que va être le Thunder. Tout le monde, je pense que si tu t'en rends pas compte, c'est que tu vas avoir un gros problème si jamais tu les croises. Je pense que les Mavs là sont trop expérimentés pour ne pas voir
des soucis à venir, genre dans des équipes comme les Nuggets, ou tu vois, des équipes comme ça qui font pas des débuts de saison ultra transcendants, mais où il y a quand même des jeunes qui progressent, il y a quand même Nikola Jokic qui cartonne, là il y a Aaron Gordon qui vient de revenir, on voit ça fait du bien, tu vois, genre il y a plein de choses comme ça, donc je pense que les Mavs sont bien trop expérimentés pour ne pas voir ça, plus pour, on verra au fur et à mesure de la saison si, là pour moi je viens de citer le trio des 3 équipes qui sont les plus fortes en play-off à l'Ouest, pour moi, Thunder, Nuggets, Mavs aujourd'hui, après on verra si est-ce que des Rockets tiennent la route, là, continuent à tenir la route et ils arrivent vraiment en play-off avec certes moins d'expérience, mais vraiment des coups à jouer avec leur défense, leur machin truc. Est-ce qu'il y a une autre équipe qui peut venir se mettre dans cette discussion? On va voir, mais en tout cas, Dallas, c'est un cran au-dessus quand même. S'il y a une autre équipe qui débarque, ça démarre vraiment mal. Non. Les Kings, bon là, on leur a mis un petit cœur, ça leur a permis de gagner un match, mais on va quand même se calmer. Non, vous les Suns, c'est chouette. Les Suns, le truc qui peut être chiant pour les équipes adverses, c'est qu'il y a du talent à plus quoi savoir en faire. Ouais, maintenant, avec le coach, ça va bien. Et il y a un meilleur coach. En revanche, je sais pas. Je pense pas qu'ils aient la profondeur des Mavs ou du Thunder. Non, oui, je suis d'accord. Ils l'ont pas. Et je pense pas non plus qu'ils aient une hiérarchie aussi bien foutue. Les Mavs, là, ce qui est intéressant, c'est que là, tout le monde sait. C'est une armée, le truc. Hein. C'est dans l'ordre. Hein. Attention, c'est vrai. Hein. Ouais. Et en plus, t'as des leaders, bon, on peut critiquer Luka, mais Kyrie, par exemple, montre bien l'exemple en défense et tout. Enfin, c'est assez intéressant, quoi. Oui, complètement. Vraiment, avec ses moyens à lui. Hein. Après, on oublie toujours. J'ai regardé ça l'autre jour, là, j'ai pas réussi à trouver l'info. Mais j'ai pas beaucoup cherché. Hein. Je trouvais que, je sais plus quel match c'était, mais je trouvais Kyrie vraiment très intéressant en défense, les lignes de passe, sur l'homme, il se bat vachement et tout, machin. Et j'avais jamais fait attention. J'ai l'impression qu'il a une wingspan de fou malade, Kyrie, par rapport à sa taille. Vraiment. Genre, il est pas si grand, hein, Kyrie, il fait quoi, 1m86 elle fait 1m93. Ok, non, rien de fou. C'était une impression. Voilà. Je sais pas, sur une ou 2 actions, j'ai eu l'impression qu'il avait l'envergure de Wembanyama, tu sais. Non, enfin, quand tu écartes sincèrement les bras et que tu te mets en position défensive réelle, tu peux être un peu plus grand que traîner un peu les bras et être à peine sur tes genoux. Te donnes, oui, bien sûr. Quand tu te donnes. Donc voilà, non, je trouve que c'est intéressant, vraiment très intéressant ce qui se passe à Dallas. Et si j'étais à Oklahoma City, à Denver, à Phoenix, allons-y, à Houston qui démarre bien sa saison et tout, je regarderais les Mavs et je dirais ouh là là. Qu'est-ce que j'ai pas envie de les croiser en avril, en mai ou quoi, eux, parce que tu sais que tu te projettes et tu sais que tu vas être dans une série où déjà t'as des gros problèmes avec ta défense, même si t'as une énorme défense comme le Thunder ou ce que sont capables de montrer les Rockets et tout, ça reste tout cadence chez Kyrie Irving. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont capables de te fumer, même si tu défends très très bien. Et en plus, tu vois bien qu'ils vont jouer dur, qu'ils vont être malins, qu'il y a de la profondeur, que tu sais pas si c'est Quentin Grimes, Klay Thompson, PJ Washington ou Najee Marshall qui va te foutre un 5/8 à 3 points. Enfin, tu sais que c'est quand même... C'est bien relou. Tout à fait. C'est bien. J'aime beaucoup cette équipe. On est en train de voir vraiment l'alignement des décisions prises par Nico Harrison depuis son arrivée à Dallas, qui est en train d'asseoir son trône sur cette ville et cette franchise. Je trouve que c'est une équipe très flippante là pour la concurrence par rapport à leurs attentes de vouloir retourner en finale NBA et de cette fois gagner. Je trouve qu'en plus de ces équipes que tu as mentionnées à l'Ouest, je pense aussi quand même à Boston, c'est-à-dire à une équipe qui va regarder ça et qui va se dire genre fuck, c'est pas le même bestiau que l'année dernière. Ce n'est pas le même bestiau que l'année dernière. C'est un bestiau forcément plus expérimenté déjà. Tout à fait, et plus profond, et qui n'est pas Luka dépendant, et qui a la possibilité aussi d'avoir des gars qui disent tu pourras pas les défendre pareil. Tu pourras pas les défendre pareil, et peut-être que eux ne vont pas défendre pareil non plus, vu les critiques qui ont eu lieu en finale NBA. Donc, moi je suis hyper impressionné par cette espèce de, je trouve, d'alignement un peu imprévu des choses, où c'est assez génial, dans ton malheur, d'avoir la possibilité de faire un entraînement en plein mois de novembre. En fait, ce sont des entraînements. Allez les gars, aujourd'hui, Luka, tu restes là et on s'entraîne. Allez, handicap moins 15. Handicap moins 15. C'est trop ça en plus. Hein. Balle Najee Marshall. Ouais, c'est ça. Ok. Vas-y, écran. Ouais. Back to back, find the solution. Ils sont très impressionnants à ce jeu-là. Ouais, je me demande. J'aime bien. Derniers éléments que je surveille, c'est la montée en température de Luka, c'est-à-dire que si lui commence en plus à rentrer dans ses habitudes, attention, Dallas
Ah ouais, moi j'ai aucun doute là-dessus, moi par contre. Oui, mais donc du coup, tu peux aller chercher. Enfin, je veux dire, moi j'ai plus de doutes sur est-ce que les role-players vont pouvoir continuer à jouer aussi bien. Là, il y a vraiment des mecs qui performent vraiment de ouf là. Hein. Ils performent vraiment de ouf, tout à fait. Il y a des pourcentages qui peuvent baisser, d'autres qui peuvent monter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que certains ne sont pas hors de leur rôle. Ils ont pris les tickets qu'il fallait, mais ils vont pas commencer à dire ah bah je comprends pas, il y a pas les shoots que j'avais. Oui frérot, il y a le Slovène qui vient de revenir, donc tu vas lâcher tes tickets. Ah oui, mais ça je pense que ça, il y a pas de problème. Sur la hiérarchie, je pense qu'il y a aucun problème. Aucun problème, tout à fait. C'est juste si Luka rentre dans ce rythme-là et que les role-players continuent à avoir leur rythme et donc cette capacité à trouver des solutions à chaque match, Dallas peut faire un truc qui est encore plus intéressant que même la courte picture globale, c'est que quand tu vas te ramener en play-off, Dallas va rentrer aussi dans des considérations de quel type d'avantage de terrain tu as. C'est-à-dire que Dallas n'a pas peur d'aller dans n'importe quelle arène et de pouvoir jouer. Ils étaient 5e. L'année dernière, ils ont dû batailler. Ils ont fait 5e, je crois. Ils ont dû batailler, tout à fait. Ils n'ont pas eu l'avantage du terrain. Non, les Thunder, ils ont démarré chez eux. Je crois qu'ils n'ont pas eu l'avantage du terrain de tous les playoffs. Clippers, ils ont démarré chez les Clippers. Thunder, ils ont démarré chez le Thunder. Wolves, ils ont démarré chez les Wolves. Et Celtics, ils ont démarré chez les Celtics. De tous les playoffs. Je pense, tout à fait. Même s'ils ont montré qu'ils étaient très forts à l'extérieur, je pense que c'est aussi intéressant pour Dallas de se dire est-ce qu'on va pas, se trouver sur un seed qui est tout à fait prometteur à notre avantage. On sait aussi historiquement ce que donnent les franchises qui sont podium de leur conférence. Hein. Souvent, ça finit champion. Ouais, ça peut. C'est sûr. Ça peut, en tout cas, très souvent, c'est ça. Hein. Ouais. Pas tous les ans en Rockets 95, comme dirait l'autre. Plus tu caracoles aussi en tête, plus tu as la possibilité, en mars, de dire on serait peut-être bien content d'avoir Luka à 100% et de pas... Ils ont quand même cravaché pour avoir leur 5 seed l'année dernière. T'es peut-être content d'avoir un Luka qui a pu se poser un peu, ou Kyrie, tu vois, pour être à vrai 100% au 15 avril. Moi, c'est ça que je vais surveiller. Et après YOLO, quoi. Allez-y, hein, régalez-vous. Et juste Klay Thompson. Klay, pour le moment... voilà. Ils ont lâché... je vais me permettre une dinguerie, mais au moins ça sera drôle. Ils ont lâché Tim Hardaway Jr., ils ont récupéré Tim Hardaway Jr. Non mais ils ont Klay Thompson qui n'est pas bien sur ses cannes, shoot à 36% de réussite à 3 points, ça ne me va pas. Voilà, c'est pas... Non mais c'est vrai. C'est pas à la hauteur des standards qui étaient attendus, et donc peut-être, comme tu le dis, que il va y avoir peut-être un changement dans le 5 majeur. En tout cas, Klay a été signé avec publiquement la garantie d'être titulaire. Peut-être que ça va changer. Toi, tu changerais ? Ou pour le moment, tu le gardes parce que t'as pas envie de bloquer trop la confiance ? Moi, je pense que Lively doit être le titulaire au pivot. Oui. Et que si j'ai Lively, PJ Washington, Kyrie Irving et Doncic, je préfère avoir Najee Marshall. Ok. Dans l'aile. Je préfère. Meilleur en défense, plus athlétique aujourd'hui, plus dans l'énergie, le hustle. Et oui, il peut te mettre des tirs, mais s'il a pas trop de tirs dans le match, il va te servir à plein d'autres trucs quand même. Et donc faire comprendre à Klay qu'il y a un super rôle qui l'attend et qu'il faut pas le prendre personnellement. Avec Quentin Grimes et Gafford là en sortie de banc, et un Kyrie et un Luka à voir comment ça tourne. Dites-nous, fan des Mavs, ça se trouve, non, faut pas toucher, peut-être que certains vont nous dire attendez les gars, on vient à peine de récupérer Luka, peut-être qu'on va avoir des vraies minutes maintenant avec Luka, Kyrie, Klay ensemble qui vont pouvoir jouer, parce qu'ils ont eu quelques premiers matchs, mais ensuite il y a eu... Ouais, mais absences. Je trouve que Najee Marshall a vraiment montré des super choses. Ouais, Gérard d'or. Calendrier. J'ai une très très belle nouvelle pour les gens qui aiment bien le basketball. Est-ce que t'es prêt ? Vas-y. Mesdames et messieurs, le 10 décembre de l'an de grâce 2025, Thunder Mavs. Bien. Bien. Là, semaine pro. Ouais, c'est bien. Avant ça, déplacement donc à Washington demain. Merci Bilal. Déplacement à Toronto. Déplacement donc à OKC. Tranquille. Vrai test OKC. On peut me dire, oui, saison régulière, machin. Non, vrai test. Un vrai match. C'est un vrai match. Surtout qu'en plus OKC, ils vont avoir envie de taper les Mavs, parce que les Mavs, ils ont sorti de playoff. Enfin, non. Voilà. Et même si là, il n'y a pas de Chet, Dallas est à 100%, en tout cas proche de 100%. Donc, vrai test pour Dallas de dire, non, c'est pas une série de victoires à la con, on est là pour faire du sale. Tu reçois les Clippers. Ok. Salut Derrick Jones Jr. Pas des matchs faciles, attention. Non, tout à fait, ça défend dur. Tu reçois Portland et Minnesota. Ça, c'est des matchs faciles. Minnesota, c'est le match de Noël. Dallas, Minnesota. Noël. Et ensuite, tu vas terminer l'année. Malheureusement, les Mavs ne pourront pas fêter le réveillon avec leur famille, puisqu'ils seront le 27 décembre à Phoenix. Okay. Très intéressant. Ils iront ensuite à Portland le 28. Ils iront à Sacramento le 30. Et après, c'est bien bourré la gueule chez Monsieur D'Aaron Fox. On ira à Houston le 1er janvier. Très intéressant le programme à venir. Beaucoup de matchs en déplacement. 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7 sur les 1, 2, 3, 4, 11 prochains matchs. C'est bien. C'est bien. C'est des bons tests, beaucoup de choses, et ils sont capables d'en gagner pas mal dans la liste que tu as dit. Il faut. C'est maintenant que ça se passe. Dites-nous ce que vous pensez, évidemment, de nos amis Mavericks sur ce début de saison. Hyper intéressant, stretch récent formidable. On attend de voir si Luka Magic peut rattraper les copains dans la course au MVP et mener ses Mavs vers le top de la conférence Ouest. On est bon ? On est bien. Eh bien écoutez, rendez-vous le 10 décembre pour l'extraordinaire Thunder Mavs à OKC. À regarder et à juger. On fera un point à ce moment-là, bien évidemment. On vous fait des bisous, à la prochaine. Ciao. Ciao.